J'étais allongée sur le lit, me sentant faible et malade, lorsque mon mari, Paul, a souri et a déclaré « Je ne me suis mariée avec toi que parce que tu es la fille du patron ». J'ai regardé les écharpes et les gants que j'avais faits avec tant de soin pour lui, désormais laissés de côté comme s'ils n'avaient aucune importance. Ces paroles m'ont fait mal. Il semblait tellement déçu de moi, et je savais que je devais l'alerter de la réalité. J'ai ri en pensant à lui, réalisant à quel point il se trompait, croyant que tout allait dans son sens. Je m'appelle Kelly Riley, et je suis mariée à Paul depuis 6 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avons vécu heureux ensemble. Paul travaille beaucoup et est souvent absent de la maison. Parfois, je me sens seule, mais il fait toujours un effort pour passer du temps avec moi lors de ses jours de congé, ce qui m'aide à supporter la solitude. J'ai rencontré Paul grâce à mon père, qui était son patron à l'époque. Après notre mariage, Paul a suggéré que je devienne femme au foyer. Cela m'a semblé une bonne idée, et j'avais beaucoup de temps pour moi tout en soutenant Paul. J'ai commencé à me faire des amis parmi les voisins, à faire un peu d'exercice et à me consacrer à la couture. J'ai essayé différentes activités pour remplir mon temps, mais la couture et le tricot sont devenus mes passe-temps préférés. Chaque hiver, je tricotais des écharpes et des gants pour Paul. Mes premières tentatives n'étaient pas très réussies, mais je me suis améliorée avec le temps. Finalement, Paul m'a même dit qu'ils étaient aussi bons que ceux que l'on achète en magasin. Entendre ces paroles aimables de sa part m'a fait aimer encore plus la couture. Je rêvais qu'un jour, je coudrais pour notre futur enfant. J'ai mentionné cela à Paul, et il a souri en disant « Peut-être que je te rejoindrai et que j'apprendrai quand le moment viendra ». C'étaient des moments comme ceux-là qui me rendaient heureuse dans ma vie. Je veillais également à bien entretenir la maison et je passais toujours du temps de qualité avec Paul lors de ses jours de congé. Grâce à son bon salaire, nous menions une vie confortable, de l'extérieur, je semblais probablement très chanceuse. Je n'avais rien à redire et je pensais que nous continuerions à vivre ainsi tranquillement, juste nous deux, avec l'espoir d'avoir un enfant à l'avenir. Mais, il y a environ 3 ans, les choses ont commencé à changer. Un soir, j'attendais Paul pour rentrer à la maison, comme je le faisais toujours, quand soudain, je me suis sentie étourdie et je me suis évanouie. Paul venait juste de rentrer du travail et m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée allongée dans un lit d'hôpital. À en juger par la conversation entre Paul et le médecin, j'ai compris que ma condition n'était pas simple et que je devrais y faire face pour le reste de ma vie. Heureusement, ce n'était pas quelque chose qui menaçait ma vie, mais le médecin a averti que cela pourrait se reproduire. Ils ont recommandé que je reste à l'hôpital jusqu'à ce que je sois un peu plus forte. Voyant que j'étais inquiète, Paul m'a rassurée, « Il semble que tu vas rester à l'hôpital un moment, mais tout ira bien. Je viendrai te voir chaque fois que j'aurai une pause au travail. Nous surmonterons cela ensemble. » Il a pris ma main en parlant, et ses paroles ont apaisé ma peur. Avec mon mari à mes côtés, je croyais que tout irait bien, même s'il n'y avait aucune raison réelle de penser cela. Fidèle à sa promesse, Paul venait me rendre visite presque tous les jours après cela. Il tenait ma main, me demandait comment je me sentais et essayait de me remonter le moral. Quand je lui ai dit que les journées à l'hôpital étaient longues et ennuyeuses, il m'a apporté mes outils de couture préférés. Nous nous asseyions ensemble, cousant et parlant des petites choses qui se passaient dans la journée. Enseigner à mon mari maladroit à coudre était particulièrement amusant et me faisait oublier l'ennui pendant un certain temps. Ces moments heureux à l'hôpital ont duré environ 1 an. L'hiver dernier, je lui ai fait une autre écharpe, dans le cadre de notre tradition annuelle, mais après cela, j'ai remarqué que Paul commençait à me rendre visite de moins en moins. Maintenant, s'il venait me voir une fois toutes les quelques semaines, je me considérais chanceuse. Au début, je pensais qu'il était simplement débordé par le travail, alors je me suis occupée avec la couture. J'avais même fait une paire de gants pour le surprendre lors de sa prochaine visite. Le médecin m'avait dit que je pourrais peut-être rentrer à la maison d'ici la fin de l'année, alors j'avais prévu d'offrir les gants à Paul quand je serais enfin sortie. J'avais mis tout mon amour et mes efforts dans la confection de ces gants, espérant qu'ils pourraient combler le vide causé par le temps que nous passions séparés. Mais lorsque Paul est finalement venu me rendre visite après une longue absence, sa réaction m'a anéantie. Je lui ai tendu les gants, et au lieu d'être heureux, il les a regardés froidement et a dit « Tu fais encore ça ? Ça devient vraiment une gêne. »
Puis, sans y réfléchir à deux fois, il m'a tendu l'écharpe que je lui avais tricotée l'année dernière, accompagnée des papiers du divorce. L'écharpe semblait intacte, comme s'il ne l'avait jamais portée. Cela fait déjà 3 ans que tu es à l'hôpital ? J'ai entendu dire que tu allais bientôt sortir, mais je ne peux plus continuer à m'occuper de toi, a-t-il déclaré. Nous devrions divorcer. J'ai regardé les papiers de divorce en entendant les paroles de Paul. Il les avait déjà signés. Je me suis dit, alors, voilà où nous en sommes. Pour être honnête, depuis qu'il avait arrêté de me rendre visite régulièrement, j'avais envisagé la possibilité du divorce plus d'une fois. J'avais essayé d'éloigner ses pensées, me convainquant qu'il était juste occupé par le travail, mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Le Paul que j'avais connu au début ne m'aurait jamais ignoré, peu importe la charge de travail qu'il avait. Si son travail était vraiment devenu plus intense, il me l'aurait dit. Lorsqu'il a commencé à disparaître sans explication, j'avais déjà pressenti que cela arriverait. C'est pourquoi, lorsque je lui ai demandé pourquoi il voulait divorcer, je n'étais pas aussi bouleversée que je l'aurais pensé. Je ne cherchais pas à le retenir. Je savais que j'étais probablement devenue un fardeau pour lui. Si le Paul gentil que je connaissais demandait maintenant le divorce, je comprenais que je n'avais pas vraiment le choix. Mais j'étais encore curieuse. Il avait promis que nous affronterions tout ensemble, alors je voulais savoir pourquoi il avait changé d'avis. Quand je lui ai posé la question, Paul a répondu, « Ce n'est pas évident. Depuis que je me suis mariée avec toi, je n'ai que des problèmes. Je suis fatiguée des écharpes et des gants que tu me donnes chaque année. Je ne me suis mariée avec toi que parce que tu es la fille du patron. Comment peut-on attendre de moi que je gère en plus ta maladie ?» Il a ri d'une manière qui semblait se moquer de moi. C'était comme si toute la joie que j'avais trouvée dans notre vie ensemble, toutes les conversations que nous avions eues sur l'amour, le bonheur et la solitude, ne signifiaient rien pour lui. Il a clairement montré qu'il pensait que j'étais une idiote d'y avoir cru. Il a continué, « Qui porte encore une écharpe faite à la main sans avoir honte ? Recevoir ce genre de cadeau est juste dépassé. » Pendant que je l'écoutais, j'ai regardé son cou et j'ai remarqué une écharpe de marque. Je ne me souvenais pas de la lui avoir offerte. Comparée aux écharpes que je lui avais faites, celle-ci était manifestement de bien meilleure qualité. Il n'y avait aucune raison de comparer les miennes avec celle-là. Je me suis demandé s'il avait jamais porté quelque chose que j'avais fait pour lui. Il les détestait probablement toutes, et je ne m'en étais simplement jamais rendu compte. Après mon hospitalisation, mon père a pris sa retraite de l'entreprise peu de temps après. Cela signifiait que Paul n'avait plus besoin de faire semblant de s'intéresser à moi pour maintenir la bonne volonté de mon père. En plus de cela, avoir une femme malade a pu être une excuse pratique pour lui au travail. La première année de ma maladie, il faisait tout un spectacle en me rendant visite dès qu'il le pouvait, jonglant entre son travail et en montrant son inquiétude pour moi. Je pouvais facilement imaginer mon père, avant de prendre sa retraite, louant Paul au travail, disant à quel point il était un employé assidu tout en s'occupant de sa femme malade. Paul avait ainsi construit cette image de mari attentionné, et ses collègues le respectaient pour cela. Mais maintenant, il semblait qu'après la retraite de mon père, Paul ne voyait plus aucun intérêt à me garder dans sa vie. La partie de moi qui lui avait été utile avait rempli son rôle, et désormais, il n'avait plus besoin de moi. Quand j'ai partagé mes pensées, ressentant un malaise intérieur, mon mari sembla surpris. Puis, avec désinvolture, il admit, « Eh bien, c'est vrai que ça a facilité le travail quand je parlais de toi. Tout le monde avait pitié de moi et me traitait bien. Si je faisais un peu plus d'heures supplémentaires, on me félicitait pour mon sens des responsabilités. Et si je voulais prendre un jour de congé, il me suffisait de dire « ma femme est malade » et c'était réglé. Il disait tout cela sans le moindre regret. Il avait exploité ma maladie à son avantage d'une manière que je n'avais jamais soupçonnée. Quant à la promotion pour laquelle je suis en lice, continua-t-il, je veux dire, les autres sont des idiots, mais je dois dire merci à ta maladie pour ça. Je l'ai écouté en silence, la tête baissée. Quand j'ai finalement levé les yeux, j'ai vu un sourire arrogant sur son visage. L'homme que j'avais aimé avait disparu, remplacé par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. C'était son vrai visage. Eh bien, si j'ai pu t'aider, je suppose que c'est bien, lui ai-je dit. Nous ne nous reverrons probablement plus, alors prends soin de toi.
Je lui ai tendu les papiers du divorce. Il n'avait plus besoin de moi après cela et s'est rapidement retourné pour partir, et ainsi, notre divorce fut finalisé. Après son départ, j'ai pleuré doucement, seule. Quelque temps plus tard, j'ai été libérée de l'hôpital et suis retournée vivre chez mes parents. Quand mon père a appris ce qui s'était passé, il était furieux. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse être ce genre de personne, dit-il, la voix forte. Mais pour moi, cela n'avait plus d'importance. J'ai calmé mon père et lui ai dit que, après avoir nettoyé la maison, je voulais revenir vivre avec eux. Ils ont compris et m'ont dit de faire ce qui me rendrait heureuse. Pour l'instant, j'ai décidé de vivre avec eux. Avant de m'y installer définitivement, je voulais visiter la maison où j'avais vécu avec mon mari. Mais, en arrivant, nous avons découvert que la serrure de la porte d'entrée ne fonctionnait plus. Mes parents et moi avons échangé des regards perplexes et avons décidé de sonner à la porte. Un étranger nous a ouvert. Perplexe, je lui ai demandé ce qu'il se passait. Il m'a expliqué qu'il avait acheté la maison il y a quelque temps et qu'il y vivait depuis quelques mois avec sa femme et son fils. Il semblait heureux. Mes parents étaient encore plus en colère après avoir entendu cela, mais je ne voulais pas créer de problème pour la nouvelle famille. J'ai baissé la tête et suis partie en silence. Cependant, je ne pouvais pas laisser les choses ainsi, alors j'ai immédiatement appelé mon ex-mari. Il a répondu avec un ton décontracté, « Ah oui, j'ai vendu la maison pendant que tu étais à l'hôpital. Garde l'argent de la vente comme compensation pour moi. La maison était à moi depuis le début, donc tu n'as vraiment pas de quoi te plaindre, non ?» Je n'ai pu m'empêcher de soupirer en réalisant à quel point il était indifférent. J'aurais aimé qu'il m'en parle avant. D'après ce que le nouveau propriétaire avait dit, la maison avait été vendue depuis un bon moment. Mon mari l'avait probablement mise en vente environ 1 an auparavant, à l'époque où il avait cessé de me rendre visite. Même s'il envisageait déjà le divorce, vendre la maison sans en discuter avec moi était tout simplement scandaleux. Notre divorce avait déjà été finalisé lorsque nous avions signé les papiers, mais comme j'étais encore à l'hôpital, nous avions convenu de discuter de la compensation et du partage des biens après ma sortie. Nous avions une réunion prévue pour la semaine suivante, mais il avait décidé d'agir seul. C'était incroyable. Ce qui était encore pire, c'était qu'il ne pensait même pas avoir mal agi. Alors, calmement, je lui ai dit au téléphone. « Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas ? » « Hein ? Que veux-tu dire ? » demanda-t-il, l'air confus. « Je t'expliquerai tout en détail la semaine prochaine, » répondis-je avant de raccrocher. Je souris à mes parents inquiets, puis je me tournai vers mon père. « J'ai besoin d'un service, » dis-je en partageant mon plan avec lui et en demandant son aide pour me préparer à ce qui allait venir. « Compris, » répondit mon père, le visage sérieux mais solidaire. « J'ai déjà préparé les documents nécessaires. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant la réunion de la semaine prochaine, mais nous allons y arriver. » Je pouvais voir un éclat de regret dans ses yeux, probablement parce qu'il m'avait autrefois recommandé mon mari. Mais la colère face à ce que mon mari avait fait semblait le motiver à m'aider autant que possible. Je remerciai mon père et attendis le jour de la réunion. L'idée de voir la réaction de mon mari me fit sourire pour la première fois depuis longtemps. Avec l'aide de mon père, nous avons tout préparé pour la réunion. Nous avons décidé de tenir la discussion chez mes parents. Mes parents et moi étions assis ensemble d'un côté, et mon mari était seul de l'autre côté. Je suis sûre qu'il savait que mes parents étaient blessés par le divorce, mais cela ne semblait plus le déranger. Il ne montrait aucun signe de respect à leur égard, et son visage affichait même un léger sourire. Son attitude était arrogante, comme s'il n'avait rien à craindre. « Je suis la victime ici, » commença-t-il, « mais je ne vais pas demander beaucoup. L'argent de la vente de la maison suffira. » Il parlait comme s'il faisait preuve de générosité, comme s'il nous faisait une faveur en ne demandant pas plus. En voyant son attitude présomptueuse, le visage de mon père devint rouge de colère. Je posai doucement ma main sur la sienne pour le calmer. Il n'y avait pas besoin de s'énerver. Nous savions que, dans cette discussion, ce serait mon mari qui serait en désavantage, pas nous. Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler d'abord, dis-je, gardant une voix calme. Je parlais, et mon père lui remit un document. C'était la preuve que le terrain sur lequel la maison avait été construite lui appartenait.
Oui, la maison était à ton nom, cela ne fait aucun doute, dis-je. Mais le terrain sur lequel la maison a été construite appartient à mon père, et il en détient toujours le titre. C'est bien clair dans ce document, n'est-ce pas? L'expression de mon mari changea légèrement, ses sourcils se froncèrent. Et alors, répondit-il. La maison était à moi. Personne n'a le droit de revendiquer quoi que ce soit. Tu penses pouvoir te venger de moi avec ça? Il riait, comme s'il trouvait la situation ridicule. Je continuai calmement, c'est vrai que la maison était à ton nom, légalement, tu avais le droit de la vendre. Je suis sûr que tu as tout vérifié avant de vendre la maison, et il n'y a aucun problème légal dans tes actions. Mon mari semblait confiant, sachant qu'il n'y avait pas de questions juridiques concernant sa décision. Cependant, poursuivis-je, pour la famille qui a acheté la maison, c'est un énorme problème. Tu as vendu la maison, mais comme nous sommes toujours les propriétaires du terrain, mon père peut leur demander un loyer, ce qui poserait certainement des problèmes, tu ne crois pas? La situation n'est pas ce qu'il pensait qu'elle était. Je marquai une pause avant de continuer. Maintenant, ni mon père ni moi n'avons l'intention de leur demander un loyer ou de les expulser, mais nous ne prévoyons pas non plus de céder les droits de notre terrain sans compensation. Dans ce cas, nous vendrions le terrain à la famille. Nous n'exigerions pas de loyer mensuel, mais ce serait un problème pour nous s'ils ne l'achetaient pas. Mon père nous avait donné ce terrain pour y vivre, pas pour qu'il soit cédé à des étrangers. J'ajoutai, et s'ils ne l'achètent pas, la famille pourrait te poursuivre. Comme je l'ai dit, l'affaire n'était pas ce qu'ils pensaient. Tu peux imaginer leur frustration? Ils pensaient acheter la maison de leurs rêves, seulement pour découvrir que le terrain ne leur appartient pas et qu'ils ont maintenant des dépenses supplémentaires. Après avoir obtenu la preuve que mon père est propriétaire du terrain, nous sommes allés directement parler à la nouvelle famille et leur avons expliqué la situation. Heureusement, ils ont compris et ont convenu que, s'il y avait un problème, ce serait de ta responsabilité. Si les négociations échouent, ils ont clairement indiqué qu'ils te poursuivraient. Quand je vis le visage de mon mari pâlir, je sus qu'il avait enfin compris la gravité de la situation. Il réalisa que, quoi qu'il arrive, cela allait lui coûter beaucoup d'argent à cause de son erreur. D'une voix tremblante, il demanda, « Alors, que dois-je faire ?» Je souris et répondis calmement, « La famille peut acheter le terrain chez nous, devenant ainsi propriétaire à la fois de la maison et du terrain. Alors, tu devras couvrir le coût du terrain. De cette façon, tout serait résolu en douceur, et il n'y aurait pas besoin pour la famille de te poursuivre. Une fois qu'ils posséderont à la fois la maison et le terrain, tous les problèmes seront réglés. Cependant, comme ils n'ont pas été informés du prix du terrain lors de l'achat de la maison, ils te feront probablement payer pour cela. Ce n'est pas leur problème à résoudre, c'est le tien. Le véritable problème est que le terrain se trouve dans un emplacement privilégié, et sa valeur pourrait être supérieure au montant pour lequel tu as vendu la maison. Même si tu renonces à tous tes biens, cela pourrait ne pas suffire. Au final, tu pourrais te retrouver sans rien. Je fis une pause un moment avant de continuer, une autre option est que tu rachètes la maison, puis que tu paies pour le terrain. Bien sûr, tu devras couvrir les frais de relogement de la famille qui y vit. Cela te permettrait de récupérer à la fois la maison et le terrain, et tu pourrais essayer de les revendre, peut-être en réalisant un bénéfice. Mais, après avoir tout payé, il ne restera probablement pas grand-chose, s'il reste quelque chose. Quelle que soit l'option que tu choisis, tu en sortiras perdant. J'ajoutai, et n'oublions pas la pension alimentaire. Tes actions m'ont causé beaucoup de souffrance mentale, et je compte demander une compensation à ce sujet. N'oublie pas cela. Pendant tout ce temps, Paul m'avait utilisé comme un outil pour faire avancer sa carrière. Maintenant que je le comprenais, j'étais dégoûté par tout ce qu'il avait fait. Je prévoyais aussi de demander des dommages et intérêts pour les souffrances émotionnelles qu'il m'avait causées, même si cela pouvait être difficile à prouver et que je n'avais peut-être pas gain de cause. Soulever ces questions était important, surtout compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait maintenant. Paul, désormais acculé, semblait incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. Il semblait que toutes ces choses allaient bientôt devenir sa réalité. Mon père, voyant une opportunité, ajouta, « Même à la retraite, j'ai encore de nombreuses connexions dans l'entreprise. J'ai parlé à certains de mes anciens collègues, et ils m'ont dit ce que tu as dit à propos de ma fille et comment tu l'as traitée.
Les gens au travail ont perdu tout respect pour toi. Avec un sourire joyeux, mon père fit part de cette nouvelle, et je vis Paul comprendre enfin la gravité de la situation. Le statut qu'il avait construit en m'utilisant et l'argent qu'il avait gagné en vendant la maison sans mon consentement, tout cela n'avait plus d'importance maintenant. Et maintenant, dis-je en joignant les mains et en souriant, discutons de la suite. Nous devons régler la répartition des biens, la compensation et la maison. Le sourire que je lui adressais était différent de tout ce que j'avais montré auparavant. Cette fois, je souriais plus intensément que je ne l'avais fait depuis longtemps, ressentant un sentiment de soulagement et de pouvoir. J'espère que tu comprends que tes biens seront décidés lors de cette réunion, continuai-je. Paul ne réussit qu'à esquisser un rire forcé, mais des larmes emplirent ses yeux. Les négociations qui suivirent furent à mon avantage. Paul accepta de me verser une pension alimentaire, et nous avons également convenu qu'il paierait pour le terrain où la maison était située. Ensuite, nous avons tout expliqué à la famille qui avait acheté la maison, et finalement, tout le monde a bénéficié de l'accord, sauf Paul. Il a tout perdu. Les rumeurs que mon père avait lancées se sont répandues dans l'entreprise, faisant perdre à Paul sa réputation. Sa promotion attendue a été reportée, car la direction a soulevé des préoccupations. Les rumeurs ont continué, et bientôt, Paul n'avait plus sa place dans l'entreprise. Mon père m'informa plus tard que Paul avait démissionné. On pourrait appeler cela du karma. Les choses acquises en utilisant les autres peuvent disparaître aussi facilement lorsqu'une personne décide d'agir. Quant à moi, je vis maintenant chez mes parents et donne des cours de couture. Bien que mes classes ne soient pas bondées, j'ai réussi à gagner un revenu décent grâce au soutien des femmes et des enfants du quartier qui y participent. Même si je n'ai jamais eu la chance de coudre avec mes propres enfants, comme je l'avais un jour rêvé, j'ai réalisé que partager ce que j'aime avec les autres me procure un vrai bonheur. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Passez une excellente journée.